apprend à se montrer en public, soigne son look et ses attitudes. Il participe avec enthousiasme aux fêtes populaires. Des radios ouvertes aux auditrices reçoivent des milliers de déclarations d'amour de femmes conquises par le nouveau candidat à la présidence. Il reste pourtant quelques petits détails à peaufiner. Je lui ai dit, ta façon de marcher n'est pas du tout celle d'un président. Tu dois la travailler. Oublie cette démarche de lutteur qui se balance de droite à gauche. Il m'a répondu, c'est vrai, à la maison, on m'a déjà dit que je marchais comme un pingouin. C'est encore pire que ça. 1 minute par jour au moins, soigne ta façon de marcher. Maintenant, il marche de manière tout à fait différente. Mais on continue à travailler. On continue. Pendant que le Premier ministre poursuit sa campagne présidentielle, la guerre en Tchétchénie redouble de violence. Une guerre qui reste son premier argument électoral. Les massacres de Tchétchénie n'empêchent pas Poutine de mettre la religion de son côté. Malgré les répressions violentes du régime soviétique, l'Église orthodoxe a gardé son influence auprès des Russes. Pour leur montrer qu'il est comme eux, Poutine fait savoir qu'il porte toujours autour du cou la modeste croix en métal blanc de son baptême. Aujourd'hui, Poutine est vraiment très croyant. Il se confesse au patriarche en personne, à l'homme qui est à la tête de l'Église orthodoxe. Et depuis 40 ans, le patriarche est un agent du KGB. Et qui est le chef du patriarche? Le général Patrouchev, l'actuel chef du KGB. Alors le patriarche rapporte tout à M. Patrouchev, et le lendemain, M. Patrouchev va voir Poutine et lui raconte tout. C'est une vraie blague. Il commence à plaire à tous les gens autour de lui. Il a attiré les réformateurs, les libéraux, les démocrates, les nationalistes, les Russes et les musulmans. Beaucoup l'ont considéré comme un des leurs. C'est le type du bout de la rue, le voisin d'à côté. Dans l'opposition, le seul rival sérieux de Poutine est le chef du Parti communiste, Gennady Zyuganov. D'autres candidats se présentent, mais osent à peine critiquer Poutine, qui paraît à la fois libéral et autoritaire, patriote et pro-occidental. Pour finir de convaincre et de rassurer, Poutine publie un manifeste intitulé « La Russie à l'aube du 3e millénaire ». Il s'y engage à changer son pays, à le rendre autonome et respecté sur la scène internationale. Un message en direction des leaders occidentaux, principalement américains. Le manifeste de Poutine, avec lequel il se présente aux électeurs en tant que candidat présidentiel, plutôt qu'en héros de la répression tchétchène, était un document étonnant. C'était un texte largement libéral. Il avait une vision de l'évolution des institutions russes qui faisait penser que Poutine allait occidentaliser la Russie. Les Occidentaux se trompent. Vladimir Poutine ne leur ressemble pas. Si dans son manifeste, Poutine promet de réformer les institutions de l'État, il y parle également de démocratie dirigée, de verticale du pouvoir et de dictature de la loi. Il n'hésite pas à se réclamer de valeurs contradictoires comme le libéralisme et l'étatisme, la démocratie et la dictature. Les pays occidentaux et la population russe n'y voient que la marque d'un pouvoir fort, capable de mettre fin au chaos politique et économique. Ces élections présidentielles sont quasiment un remake de celles de 96. Mais si le communiste Zyuganov avait ses chances contre un Yeltsin affaibli, cette fois, il a perdu d'avance. Poutine laisse tranquillement mener sa campagne, l'utilisant comme un faire-valoir démocratique. Il y avait une bonne blague à l'époque. Un renard demande au corbeau « Vas-tu voter pour Poutine ?» Le corbeau ne répond pas. Il a peur de perdre son fromage en ouvrant son bec. Réponds-moi, vas-tu oui ou non voter pour Poutine? Dis oui ou non. Oui, répond le corbeau et le fromage tombe. Le renard s'enfuit avec le fromage. Le corbeau attristé seul sur sa branche médite.
Si j'avais dit non, qu'est-ce que cela aurait changé? C'était une attitude typique des Russes à l'époque. Quel est le choix? Les communistes avec Zyuganov ou un lieutenant-colonel du KGB? Est-ce un choix, une vraie élection? Le 26 mars 2000, Vladimir Poutine est élu à la présidence de la Fédération de Russie au premier tour, avec 52% des voix. Уважать и охранять права и свободы человека и гражданина. Соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации. Защищать суверенитет. Au-delà des mots de circonstance, Poutine, l'homme du KGB, rêve toujours à ses idéaux d'adolescent, à sa mission de restaurer la Grande Russie. Ses objectifs sont clairs. Les ressources stratégiques, comme le pétrole et le gaz, doivent être contrôlées par l'État. Il faut développer la puissance militaire et redonner au peuple russe l'orgueil d'appartenir à une grande nation. Poutine, qui a été construit en grande partie par la télévision, sait qu'il doit se rendre maître des médias, qui sont détenus par les oligarques, ceux-là même qui ont ruiné le pays et accaparé le pouvoir politique. Poutine a écarté Yeltsin du pouvoir. Maintenant, c'est à leur tour d'être éliminés. Les oligarques pensaient faire de lui leur pantin. Ils seront ses premières victimes. Le nouveau président va agir de manière détournée. Le géant énergétique Gazprom, dont l'État est propriétaire majoritaire, détient des parts importantes dans de nombreux médias. Il entreprend sa prise de contrôle. Il n'est pas étonnant que M. Poutine, arrivant au pouvoir en 2000, ait profité de l'occasion pour se placer lui-même à la tête de Gazprom, en nommant officiellement son ami, M. Miller, PDG de la société. De fait, M. Poutine décide tout seul des grandes transactions ou des projets d'investissement. Ce qui signifie que c'est lui, le véritable PDG de Gazprom. Au Kremlin, Poutine commence à s'entourer d'anciens collègues de la mairie ou du KGB de Saint-Pétersbourg, comme Alexei Miller. Gazprom est l'instrument idéal pour s'attaquer à Vladimir Goussinski, propriétaire de la chaîne privée NTV, financée depuis des années par des prêts du géant gazier. Poutine n'a fait que demander que le prêt de Gazprom soit remboursé. À partir de ce moment-là, Goussinski a été ruiné financièrement et économiquement. Il était clair que l'action de Poutine était politique. L'oligarque rebelle Goussinski est incarcéré en juin 2000 pour fraude fiscale. Le tribunal l'autorise à quitter le pays contre la reprise du capital de sa chaîne par Gazprom. Sous couvert de lutte contre la fraude et la corruption, Poutine entame un véritable combat contre la presse indépendante. Les jours de Boris Berezovsky sont également comptés. Il est le seul à ne pas être invité à la première réunion où Poutine convoque les principaux oligarques. Les oligarques y apprennent qu'ils peuvent continuer leur business, mais qu'ils ne doivent en aucun cas s'occuper de politique. Vladimir Poutine a bien caché son jeu pour arriver au pouvoir. Cet homme que Berezovsky traitait comme un pion négligeable, un laquais au service de ses projets, commence à montrer de quoi il est fait. L'humiliation est un moteur qui le pousse à se venger de façon méthodique, calculée et sans remords. Le sort de Berezovsky est curieusement lié à un événement qui met en danger l'avenir politique de Vladimir Poutine lui-même. En août 2000, 3 mois après son investiture, Poutine a décidé que les grandes manœuvres navales de l'été montreront au monde entier la puissance retrouvée de la Russie. Mais de mystérieuses explosions envoient le sous-marin nucléaire Kursk, fleuron de la flotte, au fond de la mer de Barents.
refuse l'aide étrangère pour sauver les survivants et ne fait aucune déclaration pendant plusieurs jours. Le peuple russe est en colère. Une partie de la presse l'accuse de mépris envers les familles des victimes. Les 118 marins de l'équipage ont péri dans le naufrage. Berezovski, qui croit avoir encore de l'ascendance sur Poutine, tente de le déstabiliser en dénonçant publiquement son incompétence politique. Après l'affaire du Koursk, Poutine a décidé de reprendre le contrôle de la télévision de Berezovski. Et c'est à ce moment-là que le conflit ouvert a démarré entre eux. Les accusations de détournement de fonds sont aussi utilisées contre Berezovski, qui est contraint à l'exil. Berezovski voulait être le patron. À cause de son ambition démesurée, il a été évincé. Il le fallait. L'autre oligarque à se faire virer, c'était M. Kosinski. Lui aussi voulait être le patron et diriger la Russie à travers la télévision. Il n'avait pas compris qu'il n'y a jamais qu'un patron au Kremlin. Gusinski et Berezovski sont neutralisés, mais leurs journalistes refusent d'admettre que la liberté de la presse est en danger. Poutine les laisse poursuivre leurs émissions dans un semblant de démocratie. Dans l'émission Koukli, les guignols russes, la satire continue. Evgeny Kiselyov, journaliste vedette de la chaîne NTV, est aux prises avec Vladimir Poutine sous les traits de Fantomas. Я прочитал твою статью о себе. Мне не понравилось. Ты должен написать другую статью. Вы что, против свободы слова? Нет, я не против. Но я закрою твою газету, если ты не будешь мне повиноваться. Pour Poutine, l'existence d'une chaîne critique paraît à présent trop risquée. Des hommes armés envahissent les locaux de l'ancienne télévision privée de Gusinski. Le rideau tombe définitivement sur la chaîne. Les premiers journalistes découvrent qu'une nouvelle équipe envoyée par le Kremlin les a déjà remplacés. Poutine donne toujours un premier avertissement. Gare à ceux qui n'en tiennent pas compte. Evgeny Kiselyov et d'autres journalistes retrouvent une place sur une petite chaîne que Berezovski possède encore. Il ne la conservera que quelques mois, avant qu'elle soit remplacée par une chaîne sportive. Il n'y a qu'un mot-clé pour décrire la mentalité KGB. Ce mot est « contrôle ». Ce que vous contrôlez est sans danger. Ce que vous ne contrôlez pas est une menace. Il faut donc essayer de contrôler le plus de choses possible. Après l'élection présidentielle, Poutine s'est rendu au club Dzerzhinsky, devant 800 officiers KGBistes. Et M. Poutine est monté à la tribune. Группа сотрудников ФСБ, направленные вами в командировку для работы под прикрытием правительства, на первом этапе со своими задачами справляется. Monsieur Poutine a bien compris que c'était la carte à jouer. Il est l'homme du KGB, il aura son soutien. Rappelez-vous, je vous l'avais dit, je suis votre homme. Pendant la guerre froide, la chasse aux espions occidentaux était une des activités principales du KGB. Arrivé à la présidence, Poutine montre à l'Occident, et particulièrement aux USA, que les pratiques des services